Salut à vous pauvres mortels. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de pinard et fromage au lait cru. Bien sûr, quand on parle de comics, on pense directement à de la bande dessinée en provenance des États-Unis, mais on oublie souvent que la France est aussi un pays de bande dessinée et qu'il existe donc des comics réalisés par des auteurs français. L'histoire des comics en France est évidemment étroitement liée à celle des publications américaines. Superman paraît chez nous dès 1939, soit à peine un an après son apparition dans les pages de Action Comics numéro 1 aux États-Unis. Le personnage est d'abord affublé d'étranges surnoms en version française, tels que Yordi ou Mark Hercule Moderne dans les pages de Spirou. En parallèle, les éditions mondiales publient des planches maquillées de la série sous le titre François l'Imbattable. Il faut dire que sous l'occupation, importer de la bande dessinée américaine n'est pas chose aisée, et il faut attendre 1945 pour que Superman apparaisse sous son véritable titre, toujours dans le journal de Spirou. C'est en 1946 qu'apparaît pour la première fois Fantax dans la collection Reportages sensationnels chez l'éditeur Pierre Mouchot. Pierre Mouchot qui signe d'ailleurs les dessins de la série sous le pseudonyme de Shot, tandis que Marcel Navarro signe le scénario sous le pseudonyme de J.K. Melwin Nash. Si Fantax n'est pas le premier personnage français que l'on peut considérer comme un super-héros, il reste néanmoins l'un des plus populaires de l'époque et connaîtra une longévité non négligeable, d'autant plus que son histoire éditoriale sera largement marquée par la censure. C'est en effet par la loi du 16 juillet 1949 qu'est créée la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Elle se doit de surveiller les publications destinées aux plus jeunes et peut même sanctionner les éditeurs ou interdire l'importation ou la publication de certaines histoires. Pour l'anecdote, André Franquin reçut un avertissement de cette commission pour son personnage du Marsupilami qui fut jugé absurde. Un avertissement qui lui n'était pas absurde du tout, on n'a pas de mal à imaginer la dangerosité que représente le Marsupilami pour les enfants. Si de nombreuses publications seront censurées, la commission va trouver un véritable souffre-douleur en la personne de Pierre Mouchot, qui reste le seul éditeur condamné pénalement à 1 mois de prison et 500 francs d'amende. Après un long combat contre la censure, Pierre Mouchot, ruiné, devra déclarer forfait et abandonner ses publications. L'histoire des comics en France est intimement liée à un autre éditeur, Lug. Et pour nous parler de Lug, quoi de mieux qu'un témoin de l'époque, un survivant de ces temps révolus, un contemporain de ces... Eh oh, un peu de respect, je suis pas vieux quand même. Mon cœur. Phil, tu peux nous parler de Lug s'il te plaît? Ok, il s'en fout. Ça tombe bien parce que j'ai un petit film là-dessus si tu veux. Ah excellent, j'espère que c'est en Full HD par contre. Foulage quoi? Oh mon dieu. Chut, ça commence. Les informations de France. Vive le maréchal... le général. En 1950, Marcel Navarro et Alban Vistel créent Lug, une maison d'édition qui va d'abord imprimer de vieilles bandes dessinées françaises et italiennes, puis créer ses propres héros tels que le célèbre Zambla. Dis-moi mon petit Billy, tu sais pourquoi Lug s'appelle Lug? Oh oui, monsieur, ça vient de Lugdunum, le nom gallo-romain de la ville de Lyon. Bravo Billy. Par la suite, les deux compagnies... Et vous avez oublié de préciser que c'était principalement des petits formats. Oh Billy, tu es très intelligent, hein. Tu en sais des choses. D'ailleurs, tu savais que ta mère couche avec les Allemands en 40, espèce de petit bâtard qui coupe la parole? C'est déjà fini là? Je crois que la machine est cassée. Mais Phil, fais un effort, ça a duré 20 secondes là, je peux pas présenter ça. Ok, alors anecdote très peu connue, savais-tu que Lug dans les années 60 avait passé un contrat avec Marvel pour diffuser leurs comics en France? Ah ah, tu le savais pas ça, hein? C'était en 1969 et oui, j'en ai légèrement entendu parler, oui. Leur premier mensuel fantasque a été annulé au bout de 7 numéros par la censure. Marcel Navarro et Alban Vistel ont alors organisé une réunion où ils ont dit qu'ils en avaient rien à faire de la censure. Et ils ont sorti Marvel, un autre mensuel avec quasiment les mêmes séries. Des badass les mecs. Non, ça s'est jamais passé comme ça, d'accord? Bon, même si dans les années 70, la commission de censure est devenue beaucoup plus permissive, Lug, très marqué par le destin de Pierre Mouchot, a créé un atelier de retouche et a continué à pratiquer une très forte autocensure jusqu'au début des années 90. Mais la censure a aussi annulé ce mensuel. Et les mecs de Lug, ils en avaient rien à faire, ils ont sorti un 3e mensuel, Strange. La censure, elle aurait eu des bottes, ils auraient chié dedans. Ils s'en battent les steaks, les mecs. Après, ils ont monté un groupe de punk et ils ont failli renverser la monarchie anglaise. Non, ça n'est jamais arrivé non plus. Les titres se multiplièrent, Spécial Strange, Nova, Titan, et ça marchait très bien. Dans les années 80, les ventes étaient énormes. Ah, ça par contre c'est vrai. Au niveau des ventes, certains avancent même le chiffre de 6 millions. Là, je crois qu'il exagère un tout petit peu. Tu contestes les chiffres? Antisémite! Alban Vistel tombe malade et il est décidé en 1989 de revendre Lug à Semic, un groupe danois. Non, suédois, mais pourquoi je t'ai invité? C'est moi qui fais tout le boulot. Et Alban Vistel meurt le 14 avril 1994, soit 7 ans jour pour jour avant les attentats du World Trade Center. Coïncidence? Je ne crois pas. Non, ça n'a aucun rapport. Les attentats, c'était le 11 septembre, pas le 14 avril. C'est ce qu'ils veulent te faire croire.
Tu prends toujours tes médicaments? Bref, en 1980, ça marche plutôt bien pour Lug, et c'est dans les pages de Nova que Marcel Navarro, toujours sous le pseudonyme de J.K. Melvin Nash, et le dessinateur Jean-Yves Mitton vont réaliser ce qui est encore aujourd'hui considéré comme le premier comic book américain officiellement produit par une équipe française. La Porte Étroite, une aventure du Silver Surfer en 2 épisodes paru dans les numéros 25 et 26 du magazine. Si John Buscema, dessinateur de la première série du Silver Surfer, envoyait un télégramme à Jean-Yves Mitton pour le féliciter, Stan Lee, lui, prit plutôt mal le fait qu'un autre scénariste écrive pour l'un de ses personnages préférés. Marvel autorisa cependant Lug à utiliser d'autres personnages comme Spider-Man ou les 4 Fantastiques pour produire des histoires originales dans les pages de Spidey, magazine destiné aux plus jeunes. Pour la petite histoire, en 1988, Stan Lee collaborera avec Jean Giraud, alias Moebius, pour réaliser Silver Surfer Parabole. Toujours en 1980, Lug cherche à sortir un magazine dans lequel il pourrait publier du matériel produit en France. Si la création d'un nouveau périodique nommé Super-Héros est évoquée, le manque de temps et de moyens conduira l'éditeur à transformer fondamentalement le sommaire d'une revue déjà existante et publiant jusqu'alors des histoires de cow-boys issus des fumetti italiens, Mustang. Le 54e numéro de la revue sort donc en grand format et en couleur, avec un sommaire composé de 3 comics produits en France, Micros, Photonic et Ozark. Pour l'anecdote, la série Ozark est d'ailleurs en partie créée à la va-vite pour justifier le titre de la revue. Ozark est un jeune Sioux disposant de pouvoirs magiques. Il tire son nom des monts Ozark, une région accidentée située entre les rivières Arkansas et Missouri, et parmi ses nombreux alliés se trouve le cheval Mustang. Le hasard. Micros est une série de Jean-Yves Mitton, qui signe ici sous le pseudonyme de John Milton, et de Marcel Navarro qui signe Malcolm Naughton. On y suit les aventures de 3 entomologistes, comprenez par là des scientifiques spécialistes des insectes, qui sont également des sportifs de haut niveau. Oui, parce qu'être à la fois entomologiste et athlète olympique est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Suite à leur rencontre avec la race extraterrestre des Sviz, nos 3 héros deviendront Micros, Saltarella et Crab, les titans microscopiques. Ils sont dans un premier temps censés obéir aux ordres des maléfiques aliens, mais ils se retournent contre leur créateur et partent combattre les forces du mal dans de nombreuses aventures. D'ailleurs, ce que j'aime bien dans ces productions françaises, c'est que d'un côté, les auteurs prennent un pseudonyme pour sonner plus américain, mais de l'autre, les super-héros vont vivre des aventures en France et vanter les inventions de notre beau pays, comme dans Titan 75 où Micros et ses amis croisent le TGV. Photonic est une série de Siro Tota dans laquelle on suit les aventures du bossu Thaddeus Thunderhook. Après l'explosion d'une machine appelée Luminotron, celui-ci se voit investi des pouvoirs de Photonic, l'homme de lumière, dont l'apparence quasi divine tranche franchement avec celle de Thaddeus. Avec plus de 50 épisodes à son actif, dont certains réalisés par Jean-Yves Mitton, Photonic reste, tout comme Micros, une série assez marquante des années 80. Mais au final, la mayonnaise ne prend pas, et cette formule de Mustang ne connaîtra que 17 numéros avant le retour des cowboys dans le numéro 71, les séries de super-héros made in France étant transférées dans d'autres magazines. En 1989, suite au rachat de Lug par Semic, les bureaux de l'éditeur sont transférés à Paris. Il semblerait d'ailleurs que pendant ce déménagement, quelques originaux aient disparu pour réapparaître dans des collections privées, mais cela est une toute autre histoire. C'est la même année que Reedman et plusieurs de ses complices fondent Organic Comics, un collectif ayant pour but de publier ce qu'on pourrait considérer comme des comic books indépendants à la française, mais réalisant aussi des performances artistiques telles que de gigantesques comic strips s'étendant sur plusieurs mètres. Organic Comics publie plusieurs revues indépendantes comme Reptile, dans laquelle on peut retrouver quelques personnages tonitruants comme le super-héros Expector, qui balance de grosses glaires sur ses ennemis. L'éditeur participera également au retour de Strange avec l'accord de Semic pour y publier des séries telles que Godland ou encore Alexa, réalisées d'après un roman de Stan Lee. En 2014, Organic Comics lançait un financement participatif pour publier Demain Mars, la suite de Demain les monstres, recueil de récits de science-fiction de Jean-Yves Mitton paru en 1990. Au début des années 2000, sous l'impulsion du rédacteur en chef Thierry Mornay, ancien rédacteur du fanzine comics Scars, Semic tente de relancer sa ligne de petits formats avec du matériel inédit. L'occasion pour l'éditeur de ramener sur le devant de la scène quelques créations françaises comme Ozark par exemple, qui seront mises en scène par de jeunes auteurs français et européens. Cette initiative plutôt osée mènera en 2001 à la résurrection du magazine Fantasque, assassiné par la censure en 1969 en raison de son sommaire traumatisant pour notre belle jeunesse. En 2002, les super-héros de Semic se retrouvent dans la série Strangers, écrite par Jean-Marc L'Officier. Elle sera même publiée en 8 numéros aux États-Unis chez Image Comics. Malheureusement, un marché plutôt fragile, couplé à la fin du contrat entre Semic et l'éditeur italien Sergio Bonelli, aura raison de la collection Semic Pocket en 2003. Vous allez me dire, et maintenant? Depuis quelques années, de plus en plus d'auteurs français ont la chance de travailler pour le marché américain. Je pense entre autres au Spawn d'Alex Nikolavitch et Alexis Briclot, au Spider-Man noir de Fabrice Sapolsky, à Paul Renaud ou Olivier Coipel chez Marvel, à Julien Hugonard-Bert chez Dark Horse et DC, ou encore au projet The Infinite Loop de Pierrick Collinet et Elsa Chartier, financé sur Ulule puis publié aux États-Unis chez IDW. En France, des héros patriotiques comme le Coq Gaulois ou le Garde républicain connaissent leur petit succès, Delcourt valorise les créations françaises avec Badass et Foxboy, tandis que de plus en
en plus d'éditeurs indépendants se lancent dans l'aventure de la création originale. On retrouve par exemple Vanga qui a repris les publications Strangers, Oniric Comics et sa publication Rocket Science dont les bénéfices sont reversés au Téléthon, Graph Comics et ses comics gratuits, et même Ankama avec l'intrépide super-héros imaginé par Marcus. Je dois vous avouer que cette vidéo a été pour moi l'occasion de sortir des entrailles de ma bibliothèque quelques publications bien de chez nous qui peuvent paraître surprenantes. Je pense par exemple aux Anges Gardiens de Tony Dagos, d'abord apparu chez Durandal Comics en 1993, puis revenu dans une nouvelle série chez ACB Comics en 1999. Nous sommes là face à une publication qui en plus d'être indépendante pourrait être qualifiée d'amateur, et pour être très franc, j'ai jamais compris ce qu'il voulait raconter. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et pour finir, une petite histoire personnelle. Nous sommes en janvier 2003, j'ai 14 ans et je tombe sur cette étrange publication, elle aussi très amateur, Adamas. Étant déjà un grand passionné de bande dessinée, je décide de m'abonner pour soutenir l'initiative de ce courageux créateur qui réalise un comic book à la française tout seul. J'ai reçu le numéro 2, et puis plus rien. Fred, si tu regardes cette vidéo, tu me dois 22 €. Et pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, voici quelques conseils. Super-héros, une histoire française de Xavier Fournier, un véritable pavé indispensable. Nos années Strange de Sébastien Carletti et Jean-Marc Lenné, un livre extrêmement bien documenté avec de magnifiques photos. Et enfin l'excellent documentaire Marvel 14, les super-héros contre la censure de Jean Depelé et Philippe Roure. Un immense merci à Rétrophile pour sa participation, allez vraiment découvrir sa chaîne, vous ne le regretterez pas. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant retrouver l'émission sur Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murets, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort.